Un millionnaire a forcé sa femme de ménage à jouer du piano, lors d'une soirée de luxe pour se moquer d'elle, mais il a failli s'évanouir en reconnaissant la mélodie qu'il avait autrefois apprise à sa fille disparue. Dans les couloirs étouffés de la vaste demeure du Roc, nichée dans les hauteurs calmes de Neuilly-sur-Seine, le silence était une discipline autant qu'une nécessité. Claire le savait, elle le respectait. Petite silhouette effacée dans l'ombre des colonnes de marbre et des chandeliers de cristal, elle évoluait avec une grâce discrète, presque invisible, comme si chaque pas pouvait déranger l'ordre sacré de ce monde doré. Depuis 3 ans, elle travaillait ici, dans cette maison trop grande, auprès d'un homme trop froid et d'un personnel toujours renouvelé, jamais enraciné. Étienne Duroc, propriétaire des lieux, était l'un de ces hommes que Paris reconnaît sans jamais saluer. Il inspirait un mélange d'admiration et de crainte, un de ces millionnaires dont la fortune s'était construite sur la précision, la discipline et, disait-on, un cœur incapable de tendresse. Il parlait peu, exigeait beaucoup, et son regard suffisait à rétablir l'ordre. Claire, pourtant, n'avait jamais reçu de reproches directs. Il l'ignorait simplement, comme un meuble utile et silencieux. Ce jour-là, la maison bouillonnait d'une agitation inhabituelle. Des livreurs entraient et sortaient, les fleuristes se pressaient dans le grand salon, et les traiteurs déposaient des plateaux délicats sur les longues tables recouvertes de nappes immaculées. Une réception allait avoir lieu. Une de ces fêtes pour lesquelles les riches n'ont pas besoin d'excuses, sinon celle de se rappeler qu'ils sont entre eux. Claire préparait la verrerie ancienne avec soin, alignant les flûtes en cristal sur le buffet en chêne, lorsqu'on lui annonça que monsieur souhaitait la voir dans la salle de musique. Son cœur se serra. On ne convoquait pas Claire. On lui laissait des post-it, parfois des consignes sèches transmises par la gouvernante, mais jamais un ordre direct du maître des lieux. Elle s'essuya les mains, inspira profondément, puis se dirigea vers la pièce indiquée, la salle de musique. Celle dont elle évitait toujours le seuil, même lorsqu'elle nettoyait les salons adjacents. Parce que là se trouvait un piano à queue, noir et lustré, qu'elle n'avait pas osé effleurer depuis son arrivée. Elle poussa doucement la porte. Étienne Duroc était là, debout, bras croisés, observant les derniers ajustements d'un décorateur qui plaçait des fauteuils pour la soirée. Il se tourna vers elle avec une lenteur presque théâtrale, la jaugeant du regard comme un sculpteur évalue la matière à façonner. « Ce soir, dit-il sans émotion, il y aura de la musique, mais pas d'orchestre. Je veux quelque chose de différent, quelque chose d'humain. Toi. » Claire cligna des yeux, certaine de mal comprendre. Son regard glissa vers le piano, puis revint vers lui, incrédule. « Moi, monsieur ?» demanda-t-elle dans un souffle. « Tu sais jouer, n'est-ce pas ? Je t'ai entendu un matin quand tu croyais être seul. C'était maladroit, mais touchant. » Il souriait, mais ce sourire n'avait rien de chaleureux. C'était le rictus d'un homme qui s'amuse à déplacer des pions sur un échiquier invisible. Claire sentit ses joues brûler. Elle n'avait joué qu'une fois un dimanche tôt sans savoir que quelqu'un l'écoutait. Une mélodie sortie d'on ne sait où, familière et lointaine. « Ce n'est pas approprié, monsieur, » répondit-elle doucement. « Je ne suis pas. Ce n'est pas une question, la coupa-t-il. C'est un ordre. » Puis il tourna les talons et sortit de la pièce, la laissant seule avec le piano noir et les échos d'une musique qu'elle n'avait jamais vraiment oubliée. La soirée s'annonçait grandiose. Les invités arrivèrent par dizaines, vêtus de soie, de satin, d'arrogance et de parfums chers. Claire, en uniforme impeccable, passait entre eux comme une ombre, distribuant flûtes de champagne et amuse-bouche avec une efficacité clinique. Mais dans sa poitrine, une tempête grondait. À chaque regard croisé, à chaque éclat de rire mondain, elle sentait son souffle se raccourcir. Et puis, peu avant minuit, Étienne Duroc leva son verre. La musique de fond s'éteignit. Le brouhaha se fit murmure. Il tapa doucement sur son verre avec une cuillère, comme un chef d'orchestre invisible imposant le silence. « Mes amis, dit-il d'une voix faussement légère, ce soir, nous aurons droit à une performance unique, un moment de grâce inattendu. Permettez-moi de vous présenter Claire. » Tous les regards se tournèrent vers elle. Elle, pétrifiée, debout près de l'escalier, un plateau vide à la main, le cœur battant si fort qu'elle en avait mal aux tempes. Elle va nous jouer quelque chose, ce qu'elle veut. Un petit air de son choix. Soyons indulgents. Après tout, c'est une première. Les rires fusèrent. Des rires polis, moqueurs, curieux. Claire ne bougea pas. Le plateau glissa lentement de ses mains,
rattrapé de justesse par un serveur. Étienne, implacable, pointa vers le piano. « Allons, Claire, ne fais pas attendre ton public !» Et c'est ainsi que, dans cette salle emplie de regards supérieurs, la domestique silencieuse s'approcha du piano, ses mains tremblantes à peine dissimulées sous le tissu de sa robe noire. Elle s'assit, ferma les yeux un instant, puis laissa ses doigts effleurer les touches. La première note s'éleva, claire comme une goutte de pluie dans un silence d'église. Le silence dans la salle était étrange, dense, presque irréel. Ce n'était pas le silence poli des réceptions où l'on écoute par convenance. C'était un silence suspendu, comme si chaque convive retenait son souffle, surpris de voir la jeune domestique s'asseoir au piano. Claire, elle, ne voyait plus personne. Ses mains tremblaient encore, mais ses doigts trouvaient les touches avec une familiarité inquiétante. Ce n'était pas la peur qui l'animait, mais une sorte d'ancienne mémoire, enracinée quelque part entre les rêves d'enfance et les souvenirs effacés. Elle jouait doucement, presque timidement. Une mélodie simple, fluide, mélancolique. Elle n'avait pas réfléchi. Ses doigts s'étaient posés et la musique était venue. Autour d'elle, les invités s'échangèrent des regards mi-amusés, mi-étonnés. Quelques-uns chuchotaient, mais personne ne riait ouvertement. La scène avait quelque chose d'incongru, d'absurde même. Une employée jouant pour une élite qui ne savait pas si elle devait applaudir ou compatir. Au fond de la salle, Étienne Duroc observait. Il était debout, légèrement en retrait, un verre à la main. Il fixait Claire avec une intensité étrange entre la moquerie et la curiosité. Il s'attendait à un spectacle maladroit, à une preuve supplémentaire que les différences sociales ne pouvaient être effacées par quelques notes. Il voulait distraire ses invités avec un moment cocasse, presque cruel, comme un rappel de leur supériorité. Mais alors que les premières minutes passaient, quelque chose dans son expression changea subtilement. Ce n'était plus de l'amusement. Son sourire se figea imperceptiblement. Son regard, jusqu'alors distant, se fixa sur les mains de Claire, comme si elle racontait une histoire que lui seul pouvait entendre. La musique qu'elle jouait, il la connaissait. Il la connaissait trop bien. Il fit un pas en avant, puis un autre. Sa mâchoire se serra. Il y avait dans cette mélodie quelque chose d'intime, de profondément enfoui, un motif qu'il n'avait pas entendu depuis des années, une composition personnelle, inachevée, qu'il avait enseignée autrefois à une enfant au regard rieur et aux cheveux de miel, une enfant qu'il n'avait jamais oubliée, bien qu'elle eût disparu de sa vie comme un rêve au réveil. Claire continuait de jouer, inconsciente du trouble qu'elle provoquait. Elle n'avait jamais appris cette musique, du moins c'est ce qu'elle croyait, et pourtant elle connaissait chaque mesure, chaque inflexion. Cela ne venait pas de son esprit, mais de plus loin, d'un endroit sans nom dans sa mémoire. Elle ne savait même pas pourquoi elle avait choisi cette mélodie. Elle ne s'en souvenait pas vraiment. Elle avait posé ses doigts et la musique s'était imposée d'elle-même. Les invités, eux aussi, sentèrent le changement. Le ricanement initial avait disparu. Un murmure parcourut la pièce. Quelque chose d'indescriptible planait dans l'air, comme une reconnaissance collective que ce moment avait cessé d'être anecdotique. C'était devenu autre chose, plus grave, plus profond. Une histoire qui se déroulait sous leurs yeux, sans qu'ils en comprennent les tenants ni les aboutissants. Étienne s'approcha encore. Il ne buvait plus. Son regard était fixé sur Claire avec une intensité presque douloureuse. Il murmura quelques mots que personne n'entendit, des mots pour lui seul. Puis il s'arrêta à quelques pas du piano. Ses lèvres remuaient, comme s'il comptait les notes, les répétait, les conjurait. Et soudain, Claire sentit son regard. Elle leva les yeux, interrompit la musique. Le silence redevint oppressant, mais cette fois pour une autre raison. Elle croisa le regard d'Étienne et y vit quelque chose qu'elle ne lui avait jamais vu, de la confusion, de la vulnérabilité. Comme si, en cet instant précis, les rôles s'étaient inversés. Lui, le maître de maison, semblait perdu. Elle, l'invisible domestique, devenait le centre d'un mystère plus grand qu'elle. « Où as-tu appris ça ?» demanda-t-il, la voix rauque, presque tremblante. Claire ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Elle n'en avait aucune idée. Elle voulait dire qu'elle ne savait pas, qu'elle ne comprenait pas, mais quelque chose l'en empêchait. Comme si répondre à cette question risquait de briser un équilibre fragile, de faire surgir une vérité qu'elle n'était pas prête à affronter. Alors, au lieu de répondre, elle se leva doucement, détourna le regard et recula lentement. La pièce semblait figée.
Les invités ne savaient plus s'ils devaient applaudir ou fuir. Un homme en smoking éternua, brisant l'enchantement. Puis les murmures reprirent, timides, désordonnés. Étienne, lui, resta immobile. Il regardait le banc du piano comme on regarde une tombe ancienne, soudain ouverte. Le moment était suspendu. Claire, debout à côté du piano, ressentait sur sa peau le poids des regards. Autour d'elle, les murmures se taisaient à nouveau, engloutis par une atmosphère lourde, presque solennelle. Pourtant, la soirée avait commencé dans la légèreté, du champagne, des éclats de voix, des robes longues et des sourires apprêtés. Maintenant, il ne restait qu'un frisson d'incompréhension, de gêne, et quelque chose de plus difficile à nommer. Étienne, toujours figé près du clavier, semblait absent, comme pris dans une faille temporelle que seule cette musique avait rouverte. Il ne bougeait plus, son regard rivé à l'instrument, comme si chaque note résonnait dans sa mémoire plutôt que dans ses oreilles. Claire, elle, sentait en elle une angoisse sourde, un vertige inexplicable. Elle aurait voulu s'excuser, s'effacer, retourner à sa tâche et disparaître parmi les silhouettes des serveurs. Mais quelque chose l'en empêchait. Un sentiment irrationnel, une sorte de fil invisible la liait à cette scène, à cet homme, à cette mélodie. La gouvernante s'approcha timidement de Claire, posant une main légère sur son bras. « Tu peux retourner à la cuisine », murmura-t-elle, presque avec tendresse. Claire hocha la tête, mais ne bougea pas tout de suite. Elle jeta un dernier regard vers Étienne. Il semblait loin, très loin, les yeux perdus dans une mémoire qu'elle ne partageait pas, mais qu'elle devinait douloureuse. Sans un mot de plus, elle quitta la salle, traversant l'espace entre les invités, comme une ombre échappée d'un rêve trop dense. Dans la cuisine, le silence n'existait pas. On y entendait le tintement des couverts, le souffle court des commis, les ordres rapides des chefs, mais Claire n'y était pas. Elle se tenait dans un coin, dos contre le mur, les mains jointes, tentant de reprendre son souffle. La musique qu'elle avait jouée résonnait encore dans sa tête, avec une clarté surnaturelle. Elle ne se souvenait pas de l'avoir apprise. Elle ne se souvenait pas même d'avoir choisi de la jouer. Elle était simplement sortie, complète, indiscutable. Une serveuse l'observa discrètement, puis s'approcha. « C'était magnifique », souffla-t-elle. « On aurait dit une vraie pianiste. » Claire força un sourire, mais ne répondit pas. Elle ne voulait pas être pianiste, elle voulait comprendre. Dans le salon, le vide laissé par Claire était palpable. Étienne s'assit lentement sur le banc du piano, comme mu par un automatisme ancien. Il posa les mains sur les touches, les laissa là un instant, puis tenta de rejouer la même mélodie. Mais ses doigts, d'ordinaire précis, tremblaient. Les notes sortaient dissonantes, incomplètes. Il se releva brusquement, renversant le tabouret, et quitta la salle sans un mot. Les invités, trop bien éduqués pour commenter ouvertement ce qu'ils venèrent de vivre, se contentèrent de reprendre leur conversation avec une retenue inhabituelle. L'ambiance avait changé. L'ivresse frivole s'était muée en quelque chose de plus dense. Le nom de Claire circulait de bouche en bouche, toujours à voix basse. Certains la traitaient de prodige, d'autres de simple chanceuse. Mais tous s'accordaient sur un point. Elle avait changé le cours de la soirée. Dans sa chambre de bonne, tout en haut de la maison, Claire s'assit sur son lit étroit. Les murs étaient minces, les bruits de la réception lui parvenaient comme un murmure lointain. Elle tenait dans ses mains un petit carnet à couverture usée, où elle notait parfois des impressions, des fragments de rêves, des mélodies qu'elle croyait inventées. Elle tourna les pages. Et là, à la 4e feuille, elle vit dessiner maladroitement les premières mesures de la musique jouée ce soir. Elles étaient là depuis longtemps, mais elle ne savait plus quand elle les avait notées. Étienne, de son côté, errait dans son bureau, les mains enfoncées dans les poches. Il sortit un tiroir, en sortit une vieille clé, puis ouvrit un coffret qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, une petite photographie, un médaillon et une partition manuscrite, froissée. Il la déplia avec précaution. Les premières mesures étaient identiques à celles que Claire venait de jouer. Il s'assit, les yeux clos. Le passé qu'il avait tenté d'oublier, d'enfouir sous des années de travail et de silence, venait de frapper à la porte de son présent. Et cette porte, il le savait, ne se refermerait plus aussi facilement. Étienne Duroc n'avait pas dormi. La nuit longue et figée s'était écoulée dans son bureau, éclairée par une seule lampe et alourdie par la présence obsédante de cette partition froissée. Il l'avait posée sur le bureau comme une relique, incapable de la ranger ou de la détruire.
Les premières mesures, celles que Claire avait jouées devant tous ses invités, étaient les mêmes que celles qu'il avait griffonnées des années plus tôt pour Camille, sa fille. Une mélodie inachevée, leur mélodie conçue lors d'un après-midi d'été sur le vieux piano du jardin d'hiver, quand le monde semblait encore plein de promesses. Camille. Ce nom avait traversé la nuit dans son esprit, tel un fantôme réclamant justice. Étienne se leva enfin, encore vêtu de son costume de la veille, défait, froissé. Il n'avait pas bu, mais la fatigue lui donnait l'allure d'un homme ivre. Il descendit lentement les escaliers, traversa les couloirs vides. Le personnel n'était pas encore en service, tout était calme, trop calme. Il pénétra dans la salle de musique, s'approcha du piano. Le banc était toujours retourné. Il le redressa, s'assit. Ses doigts effleurèrent les touches avec prudence, comme si l'instrument était devenu dangereux. Il rejoua les premières notes, celles qu'il avait tant répétées avec Camille. Mais encore une fois, la suite lui échappa. L'émotion le submergea. Sa main trembla, puis se referma en poing. Il frappa doucement le clavier. Une seule note aiguë résonna dans la pièce vide. Un bruit derrière lui. Il se retourna. Claire, debout dans l'embrasure de la porte, le fixait sans un mot. Elle portait son uniforme noir, ses cheveux attachés, les mains croisées devant elle. Elle semblait aussi troublée que lui. « Je suis désolée pour hier soir », dit-elle enfin, la voix hésitante. Étienne la fixa un long moment, incapable de prononcer un mot. Elle ne comprenait pas ce qu'elle avait fait. Et pourtant, il savait que ce n'était pas une coïncidence. Cette musique n'appartenait à personne d'autre que lui et Camille. Elle n'était jamais sortie de cette maison. Elle ne figurait dans aucun recueil, aucune partition publique. « D'où viens-tu » demanda-t-il soudain, la voix grave, rauque. Claire cligna des yeux, surprise. « De Normandie, je crois, » répondit-elle. « J'ai grandi avec ma tante Florence. » Étienne se leva brusquement. « Tu crois » répéta-t-il. « Tu n'en es pas sûr ?» Elle recula d'un pas, confuse. Il s'adoucit immédiatement, passant une main dans ses cheveux. Il semblait lutter contre lui-même, entre l'urgence de comprendre et la peur de la réponse. « Pardon, » dit-il plus doucement. « Tu as dit que tu avais grandi avec ta tante. Et tes parents ?» Claire baissa les yeux. Elle avait déjà raconté cette histoire plusieurs fois, mais chaque fois, elle la sentait incomplète, comme un récit appris sans vraiment y croire. « Je n'ai jamais connu mes parents. Florence m'a toujours dit qu'ils étaient partis ou morts. Elle ne parlait jamais d'eux. J'ai cessé de poser des questions. Je me suis adapté. » Étienne s'approcha. Son regard n'avait plus rien de hautain ni de froid. Il était chargé d'émotions brutes, d'un trouble qu'il ne dissimulait plus. « Et cette musique, tu l'as apprise où ?» Claire ouvrit la bouche, puis la referma. Elle se tourna vers le piano, s'y assit. Ses doigts trouvèrent les touches d'eux-mêmes. Elle rejoua les premières mesures, sans effort, puis elle s'interrompit. « Elle est dans ma tête depuis toujours, » murmura-t-elle. « Je croyais l'avoir inventée. Je ne me souvenais même pas l'avoir écrite. Mais elle me hante depuis des années. » Étienne fit un pas en arrière, chancelant. Il posa une main sur le bord du piano pour ne pas tomber. Son cœur battait trop vite. Ses pensées s'embrouillaient. Ce n'était pas possible. Ce ne pouvait être une coïncidence. Et pourtant, elle ne pouvait pas être Camille. Sa fille avait disparu à l'âge de 8 ans avec sa mère lors d'un voyage en Belgique. Il avait tout tenté pour les retrouver. Détective, avis de recherche, contacts diplomatiques. En vain. Il n'avait reçu qu'une lettre, une seule, griffonnée à la hâte, où la mère disait vouloir protéger Camille de son emprise. Puis plus rien. Il n'avait jamais cessé d'espérer. Il avait guetté les anniversaires, les informations, les visages inconnus dans la rue. Il avait vieilli sans elle, avec cette cicatrice béante. Et voilà qu'une domestique, un soir de fête, jouait leur musique avec une précision impossible. Étienne s'assit, les coudes sur les genoux, les mains jointes devant la bouche. Il murmurait le nom de Camille, encore et encore. Claire, confuse, l'observait, mais une part d'elle sentait au plus profond que ce désordre n'était pas sans fondement. Il y avait dans cette pièce quelque chose de familier, une mémoire silencieuse, enfouie, qui cherchait à ressurgir. Elle regarda ses mains, posées sur ses genoux. Les mêmes mains qui, la veille, avaient fait taire une salle entière. Et dans un éclair, elle vit un visage flou. Une femme aux cheveux bruns en larmes, murmurant « Ne regarde pas en arrière ». Le visage dans l'esprit de Claire ne voulait plus disparaître. Il revenait comme une ombre collée à sa rétine, à chaque clignement, à chaque silence prolongé.
Une femme brune, le regard inquiet, les bras tremblants, prononçant ces mots « Ne regarde pas en arrière ». Ce n'était pas un rêve, pas une invention. C'était un souvenir. Fragile, incomplet mais indéniable. Claire restait assise au bord du lit de sa petite chambre sous les combles, incapable de penser à autre chose. Ses mains étaient moites, sa gorge sèche. Tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même vacillait. Au rez-de-chaussée, Étienne, lui, ne retrouvait plus son aplomb. Il errait d'une pièce à l'autre, le visage pâle, le regard fuyant. Il avait tenté de reprendre ses dossiers, ses appels, ses habitudes de maître de maison, mais rien ne fonctionnait. Tout lui paraissait absurde, lointain. Une seule chose occupait son esprit, la possibilité que Claire soit Camille. Une hypothèse insensée. Et pourtant, qu'il retourna dans son bureau, rouvrit le coffret. La photographie qu'il tenait dans ses mains représentait Camille, âgée de 7 ans, souriant timidement, une mèche rebelle sur le front. Il la fixait depuis 1 heure, comparant sans cesse ce visage à celui de Claire. Il y avait quelque chose, le regard, la forme des yeux. Mais après tant d'années, il n'en était plus sûr. L'esprit se fabrique des preuves quand le cœur refuse l'oubli. Pendant ce temps, Claire descendait discrètement au rez-de-chaussée. Elle voulait comprendre. Une force inconnue la poussait. Ses pas la menèrent devant le bureau d'Étienne, mais elle n'osa pas frapper. Elle continua d'avancer, lentement, jusqu'à la bibliothèque. Elle se souvenait d'avoir vu des mois auparavant une photo étrange. C'était en nettoyant une étagère en hauteur où personne ne touchait jamais. Une image oubliée, glissée entre 2 vieux livres. Elle n'y avait pas prêté attention à l'époque, mais maintenant, elle chercha. Ses mains tremblaient, ses gestes étaient fébriles. Elle écarta plusieurs volumes poussiéreux, puis sentit un papier glisser. La photo tomba au sol. Elle la ramassa. Une fillette. Cheveux clairs, sourire discret, robe à fleurs. Claire sentit une douleur fulgurante dans la poitrine. C'était elle. Elle n'en doutait plus. Ou du moins, c'était ce que son instinct lui hurlait. Elle connaissait ce regard. C'était le sien. Elle resta là, figée, fixant la photo comme si elle allait lui parler. Puis elle sursauta en entendant des pas. Étienne entra dans la pièce. Le regard qu'il posa sur elle était différent. Ni autoritaire, ni distant. Il était inquiet. « Que fais-tu ici » demanda-t-il doucement. Claire, hésitante, leva la photo. « Je l'ai trouvée il y a longtemps. Je n'y avais pas prêté attention. Mais maintenant, je crois que c'est moi. » Le visage d'Étienne se figea. Il s'approcha lentement, prit la photo entre ses doigts. Il la regarda un long moment, puis regarda Claire. « Tu crois » murmura-t-il. Elle acquiesça, incapable de parler. Il ferma les yeux. Une larme coula sur sa joue. Claire recula, surprise. « Vous la connaissiez » demanda-t-elle, la voix tremblante. Il hocha la tête. « C'est ma fille, Camille. Disparue il y a 7 ans. Elle avait 8 ans. » Claire s'assit, incapable de rester debout. Tout tournait. 7 ans. Elle avait aujourd'hui 15 ans. Et elle ne se souvenait de rien avant ses 8 ans. Seulement des sensations, de la musique, des rêves flous. Florence, sa tante, ne parlait jamais de cette époque. Étienne s'agenouilla devant elle. « Si c'est vrai, alors tu es ma fille. » Le mot resta suspendu dans l'air. « Fille !» Claire sentit une vague de chaleur et de peur la traverser. Elle ne pouvait pas répondre. Pas encore. Il y avait trop d'ombre, trop d'incertitude. Mais une chose était claire, la vie qu'elle avait crue sienne ne tenait plus. Et dans le cœur d'Étienne, le mur qu'il avait bâti depuis 7 ans commençait à se fissurer. Les souvenirs affluaient. Camille dans le jardin, riant en jouant faux. Camille sur le banc du piano lui demandant de répéter la même note encore et encore. Camille endormie sur son épaule. Il avait tout enfermé pour survivre, mais la musique jouée par Claire avait tout réveillé. Ce jour-là, ni l'un ni l'autre ne put nommer ce qu'il ressentait. Ce n'était pas encore une reconnaissance, pas encore un lien retrouvé. C'était un vertige partagé, une faille dans le réel, une promesse fragile et une question silencieuse qui grandissait. Que s'était-il passé il y a 7 ans? La journée avançait lentement, chaque minute semblant se dilater sous le poids de l'incertitude. Claire, retournée dans sa petite chambre, gardait la photographie contre sa poitrine comme un talisman. Elle ne pouvait plus la quitter des yeux. L'enfant en robe claire, debout au milieu d'un jardin que son esprit reconnaissait sans pouvoir le nommer,
lui ressemblait à un point tel qu'elle ne pouvait plus douter. Les contours de son passé, jusqu'alors flous, prenaient une forme inquiétante. Mais pourquoi Florence ne lui avait-elle jamais rien dit? Pourquoi lui faire croire qu'elle n'avait pas de parents, qu'elle avait été recueillie sans histoire? Claire fouilla dans son sac, en sortit un vieux carnet qu'elle tenait depuis des années. Elle le feuilleta fébrilement. Entre des croquis de visages sans nom, elle trouva une note oubliée, griffonnée à l'encre pâlie. Jardin, piano, voix douce. Rien d'autre. Mais ces mots prenaient aujourd'hui un sens nouveau. Et c'était cette voix douce, cette voix qu'elle croyait avoir inventée, qui revenait à présent dans ses souvenirs. Une voix féminine, inquiète, mais tendre. Au rez-de-chaussée, Étienne restait enfermé dans son bureau, plongé dans un mélange de stupeur et d'attente. Il ne pouvait plus travailler, ni penser clairement. La possibilité que Claire soit Camille n'était plus une simple hypothèse. Il le sentait. Il le savait, même si son esprit, discipliné et rigoureux, lui hurlait d'attendre des preuves. Mais le cœur, lui, reconnaissait chaque inflexion de sa voix, chaque mouvement de ses mains. Il se leva brusquement. Il devait comprendre. Il ouvrit à nouveau l'un des tiroirs de son bureau, celui qu'il n'avait jamais osé vider depuis la disparition de Camille. À l'intérieur, des carnets, des dessins d'enfants, des lettres inachevées. Et au fond, une enveloppe jaunie, sans timbre, sans adresse. Il la connaissait bien. Il l'avait lue des centaines de fois. C'était la seule chose que la mère de Camille avait laissée derrière elle. Il l'ouvrit avec précaution. Les mots griffonnés à la hâte lui revinrent comme une gifle. « Étienne, je pars. Pour elle. Je ne peux pas te laisser l'enfermer dans ta rigidité. Elle a besoin de douceur, de musique, de vie. Ne cherche pas à nous retrouver. C'est trop tard. Pardonne-moi. » Il referma les yeux. Il n'avait jamais compris cette fuite. Il avait toujours cru que c'était un caprice, un acte d'orgueil. Aujourd'hui, il commençait à entrevoir une autre vérité. Et s'il n'avait jamais été capable de voir ce dont Camille avait besoin? S'il l'avait perdu parce qu'il refusait d'écouter? Plus tard dans la journée, Claire redescendit discrètement. Quelque chose la poussait vers le bureau d'Étienne. Pas la curiosité, plutôt une urgence intérieure, comme si des réponses attendaient là, à portée de main. Elle s'approcha de la porte entr'ouverte. Étienne, penché sur le vieux coffret, leva les yeux. « Entre », dit-il d'une voix calme. Elle entra, les mains jointes devant elle, la photo dans la poche de son tablier. Il lui montra l'enveloppe ouverte sur le bureau. « C'est la dernière chose que j'ai reçue de ta mère, dit-il. » Claire s'assit face à lui, lentement, comme on s'installe devant une vérité qu'on redoute. Elle ne pleurait pas, pas encore. Elle écoutait. Je ne comprenais pas pourquoi elle m'avait quitté, pourquoi elle avait emmené Camille. Je pensais qu'elle voulait se venger de moi, que c'était une décision égoïste. Mais en te regardant, je commence à croire qu'elle essayait vraiment de te protéger. Claire baissa les yeux. Elle sentait une douleur sourde monter en elle, un mélange d'abandon, de confusion, d'injustice, mais aussi de compréhension. Florence m'a toujours dit que j'étais arrivé un jour avec une valise et un mot. Je n'ai jamais vu ce mot. Je pensais que j'étais une orpheline. J'ai grandi comme ça. J'ai appris à ne pas poser de questions. Étienne la regarda longuement. Puis il se leva, alla jusqu'à une étagère. Il en sortit un vieux dossier, relié par une ficelle. Il le posa sur la table. Dessus, un nom. Camille Duroc. Ce sont les papiers que j'avais conservés. Certificats, dessins, bulletins. Regarde. Claire ouvrit le dossier avec des gestes lents. Elle tomba sur une page jaunie, une copie de certificat de naissance. Date, 19 mars. L'année correspondait. Le prénom, Camille. Le nom, Duroc. Elle sentit sa gorge se nouer. Ses doigts glissèrent sur les lignes avec une émotion contenue. « Je suis née ce jour-là, dit-elle. » Étienne hocha la tête. « Moi, je n'ai jamais cessé de chercher, mais je n'ai jamais trouvé Florence. » Elle avait tout effacé. Le silence s'installa. Dense, mais plus hostile. Un silence de transition, de bascule. « Il faut parler à Florence, dit Claire enfin. Je dois entendre sa version. » Étienne acquiesça. Il savait que cette étape serait cruciale. Il savait aussi que la vérité entière serait peut-être plus dure que tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais à cet instant précis, il n'était plus l'homme d'affaires froid et implacable. Il était simplement un père qui, peut-être, avait retrouvé sa fille. Claire ne dormit presque pas cette nuit-là.
L'air dans sa chambre lui paraissait trop épais, chaque respiration un effort, chaque battement de cœur une menace. La photographie, les documents, la lettre, tout tournait en boucle dans sa tête. Rien n'avait été confirmé par des mots absolus, et pourtant, tout criait une vérité silencieuse. Sa vie avait été construite sur un mensonge, et ce mensonge avait un nom, Florence. Aux premières lueurs de l'aube, elle descendit de sa chambre sans faire de bruit. Elle avait noté l'adresse de Florence, celle où elle se rendait chaque dimanche depuis des années, comme une routine sacrée. Mais ce matin, elle n'y allait pas pour le thé et les confitures. Elle allait pour entendre ce que Florence avait refusé de dire pendant toute une vie. Elle prit le métro assise, immobile, les mains crispées sur son sac. Chaque station résonnait comme une sentence. À l'arrivée, elle sentit son estomac se nouer. La rue n'avait pas changé. La façade grise, le balcon fleuri, le paillasson vieilli. Elle monta les marches, respira profondément puis frappa. Florence ouvrit. Son visage, fatigué mais doux, s'illumina brièvement. « Claire, tu n'avais pas dit que tu venais ce matin. » Claire ne répondit pas tout de suite. Elle entra, regarda autour d'elle, sentit l'odeur familière des meubles cirés, des rideaux empesés. Puis, dans un souffle tendu, elle dit « Il faut qu'on parle, de moi, de mon passé. » Florence la fixa, figée. Le masque glissa lentement de son visage. Elle recula d'un pas, ferma la porte derrière elle. « Je t'écoute, dit-elle. » Claire sortit la photographie de sa poche, la tendit. Florence pâlit. « Tu l'as trouvée où ?» demanda-t-elle, presque en chuchotant. « Dans le bureau d'Étienne Duroc, dit-elle. Il dit que je suis sa fille, Camille. » Florence resta un long moment sans répondre. Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et de lassitude. « Je t'ai juré que je te protégerais, » murmura-t-elle. « De quoi? De qui ?» s'emporta Claire. « Tu m'as fait croire que mes parents étaient morts, que j'étais seule. Pourquoi ?» Florence s'assit lentement, les mains posées à plat sur ses genoux. Elle semblait chercher ses mots, les fouillant dans une mémoire fatiguée. « Ta mère, Élodie, est venue ici un soir. Elle était en fuite, elle pleurait, elle tremblait. Elle m'a dit qu'elle ne pouvait plus vivre avec Étienne, qu'il devenait dur, instable. Elle voulait disparaître. Elle m'a confié, Camille, toi, en me suppliant de ne jamais révéler ton identité. » Claire sentit le sol vaciller sous ses pieds. « Mais pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité, au moins quand j'ai grandi? Parce que ta mère est morte peu de temps après. Un accident. Et j'avais peur qu'en te disant qui tu étais, tu veuilles retourner dans ce monde. Je t'ai élevée comme ma propre nièce. Je pensais te protéger. Me protéger de mon propre père, dit Claire, amère. Florence secoua la tête, les yeux humides. Je ne sais plus, peut-être que j'ai eu tort, peut-être que j'ai eu peur, mais je t'aimais. Je t'aime encore. Claire ne répondit pas. Elle se leva, marcha jusqu'à la fenêtre. Dehors, la rue était calme, ordinaire. Mais en elle, tout bouillonnait. Elle venait d'entendre ce qu'elle redoutait. Sa vie entière avait été un exil imposé, une fuite, un mensonge répété par amour peut-être, mais un mensonge quand même. « Je dois retourner là-bas, dit-elle sans se retourner. Tu veux vivre avec lui? Je veux comprendre, je veux savoir qui je suis, ce que j'ai perdu, ce que vous m'avez pris, toutes les deux. » Florence, brisée, ne répondit pas. Claire sortit sans un mot de plus. De retour à la maison Duroc, Étienne l'attendait. Il s'était levé tôt, incapable de rester inactif. Lorsqu'il la vit franchir le seuil, son cœur se serra. Elle n'avait plus le même regard. Quelque chose en elle s'était éveillé. « Tu as vu Florence ?» demanda-t-il simplement. Claire hocha la tête. Elle s'assit face à lui, les yeux dans les siens. « Elle m'a tout dit, ou presque. Ma mère s'appelait Élodie. Elle est morte. Et toi, tu es mon père. » Le mot resta suspendu. Étienne retint son souffle. Claire reprit. « Mais je ne suis pas prête à te dire papa. Je ne te connais pas encore. Et je veux d'abord savoir ce que toi, tu as fait pendant ces 7 années. Pourquoi tu ne m'as jamais retrouvé? Pourquoi elle est partie ?» Étienne acquiesça lentement. « Tu as le droit de poser toutes les questions, et je te dois toutes les réponses. » Les jours qui suivirent furent silencieux dans la maison Duroc. Une tension délicate flottait dans l'air, pas une tension hostile, mais plutôt une attente, une retenue fragile entre deux êtres qui tentaient de se reconnaître. Claire avait choisi de rester, non pas comme employée, mais comme invitée, en terrain neutre, le temps d'apprivoiser ce nouveau monde. Étienne, de son côté, n'imposait rien.
Il se montrait attentif, parfois maladroit, toujours mesuré, comme s'il avait peur de la briser une seconde fois. Un matin, alors que le ciel parisien s'éclairait d'une lumière pâle, Claire descendit à la bibliothèque. Elle avait besoin de réponses concrètes, d'ancrer les mots entendus chez Florence dans des preuves tangibles. Elle se souvenait de ce placard, au fond du couloir du rez-de-chaussée, fermé à clé, que personne ne touchait jamais. La gouvernante l'avait mentionné un jour en passant, disant qu'il contenait des souvenirs familiaux, inutiles désormais. Claire s'y rendit, déterminée. La serrure était ancienne, mais la clé, elle s'en souvenait, était accrochée dans le bureau d'Étienne, sur un panneau où pendaient d'autres clés sans usage apparent. Elle la prit discrètement, les doigts légèrement tremblants, et retourna au placard. Un déclic. La porte s'ouvrit avec une lenteur grinçante. Une odeur de papier, de temps figé s'en échappa. À l'intérieur des boîtes en carton, des classeurs poussiéreux, des albums. Claire fouilla avec précaution jusqu'à ce qu'un classeur rouge attire son regard. Il était scellé par une bande adhésive jaunie, sur laquelle était inscrit d'une écriture nerveuse « Confidentiel, famille Duroc, à ne pas ouvrir sans autorisation ». Elle hésita, puis déchira la bande. À l'intérieur, des documents officiels. Des rapports d'enquête, des lettres de police, des rapports de détectives privés. Étienne avait cherché. Pendant des années, il avait payé des professionnels, interrogé des témoins, tenté d'activer tous les réseaux imaginables. Elle tourna les pages, enchaînant les lignes. Il y avait des hypothèses. La mère et l'enfant avaient été vus en Belgique, puis en Allemagne. Des traces, des incertitudes. Une ligne attira son attention. La piste s'arrête à Rouen, en Normandie. Une femme correspondant à la description aurait été hébergée chez une parente, puis disparue dans un accident de voiture en 2019. L'enfant, introuvable. Claire sentit son cœur battre plus vite. Elle avait été à Rouen. Elle s'en souvenait vaguement. Une maison grise, des odeurs de bois humide. Était-ce là que sa mère était morte? Était-ce ce moment qu'elle avait effacé? Elle tourna d'autres pages. Une copie de certificat de décès. Élodie Morel, décès confirmé en mars 2019. Cause, accident de la route. Aucune mention d'un enfant dans la voiture. Claire ferma les yeux. C'était donc vrai. Sa mère était morte alors qu'elle n'avait que 8 ans, et elle avait été confiée à Florence, qui avait décidé de l'éloigner de tout. Elle continua de lire. Un rapport de psychologue adressé à Étienne, datant de 2020, suggérait qu'il devait accepter l'idée que Camille ne serait jamais retrouvée. Une phrase la glaça. « Votre obsession à vouloir réparer ce passé pourrait vous empêcher de reconstruire quoi que ce soit. » Claire referma doucement le dossier. Elle comprenait mieux, à présent. Étienne n'avait pas cessé de la chercher, mais il s'était heurté à un mur invisible, à une volonté silencieuse d'effacement orchestrée par Florence. Et quand il avait compris qu'il n'y aurait plus d'indices, il avait enfermé le dossier. Il avait tenté d'oublier. Elle retourna dans le bureau. Étienne était là, assis, en train de feuilleter un journal. Lorsqu'il la vit, son regard se troubla. Elle tenait le dossier contre elle. « Je suis désolée, dit-elle. J'ai ouvert le placard. J'ai tout lu. » Il se leva lentement, ne montrant ni colère ni surprise. « Tu avais le droit. Tu dois tout savoir. Je n'ai plus rien à cacher. Tu as fait tout ça pour me retrouver, murmura-t-elle. Et tu n'as jamais su que j'étais juste, à quelques rues d'ici. J'ai cru que tu étais morte, répondit-il. Quand j'ai su pour l'accident, il n'y avait aucune trace de toi. Et Florence était introuvable. Elle avait changé d'identité, quitté son emploi, disparu. J'ai cherché partout. Claire sentit une boule monter dans sa gorge. Tu ne m'as pas oublié. Comment oublier la moitié de soi-même? Ils restèrent silencieux un moment, puis Étienne montra une chaise. Assieds-toi. Je veux te montrer quelque chose. Il ouvrit un tiroir, en sortit un petit carnet bleu nuit, usé, relié par une ficelle. Il le posa devant elle. Elle l'ouvrit. Des dessins d'enfants signés Camille. Des soleils, des visages, une série de notes de musique griffonnées maladroitement. Tu as toujours voulu jouer du piano, dit-il, dès l'âge de 3 ans. Et cette mélodie, celle que tu as jouée, c'est toi qui l'as composée. J'avais noté les premières mesures avec toi. Claire sentit les larmes monter. Elle toucha la page comme si elle espérait sentir l'enfant qu'elle avait été. Tout lui revenait par bribes. Les après-midi dans le jardin, les doigts sur le clavier, les rires étouffés. « Je veux savoir tout ce que j'ai oublié, dit-elle. Alors on va tout reconstruire. Pas d'un coup, mais morceau par morceau.
Le jour suivant, Claire se rendit une nouvelle fois chez Florence. Mais cette fois, elle n'était pas venue avec des questions hésitantes ou des hypothèses incertaines. Elle savait. Le dossier, les photos, les lettres, tout confirmait ce qu'elle sentait désormais dans ses veines. Elle était Camille Duroc, fille d'un homme puissant, autrefois intransigeant, et d'une femme disparue trop tôt, portée par la peur et par l'amour. Et Florence, sa prétendue tante, n'était plus seulement la figure rassurante de son enfance. Elle était la gardienne du mensonge. La porte s'ouvrit lentement. Florence, sans surprise, semblait attendre cette visite. Elle n'avait pas dormi non plus. Ses traits étaient tirés, ses yeux rougis. « Entre » dit-elle simplement. Claire entra mais resta debout. « Je sais tout maintenant. Tu m'as caché qui j'étais. Tu as fait disparaître mon identité. Pourquoi? Pour me protéger ou pour toi ?» Florence s'assit, le regard fixé au sol. « Les deux » murmura-t-elle. « Tu m'as enlevé à mon père. » « Non, Claire. Tu m'as été confiée. Ta mère me l'a demandé. » Elle avait peur. Elle ne voulait pas que tu vives dans ce monde froid, où tout est contrôle, apparence, stratégie. Elle voulait que tu sois libre, spontané, entouré d'amour. Alors, pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité en grandissant? Pourquoi avoir tout effacé? Pourquoi mentir? Florence leva les yeux. Des yeux vieillis par les années, mais encore empreints d'une détermination farouche. Parce que j'ai vu ce que ça faisait à ta mère. Elle était brillante, forte, mais elle se fanait à ses côtés. Il ne la battait pas, non. Il ne criait jamais. Il l'étouffait de silence, de froideur, de règles. Elle a fui parce qu'elle avait peur que tu grandisses comme lui. Et quand elle est morte, j'ai eu peur qu'en découvrant qui tu étais, tu veuilles revenir et qu'il te reprenne, qu'il t'écrase à son tour. Claire recula d'un pas. Ce n'était pas à toi de décider. Tu as choisi à ma place. Tu m'as effacé. Tu m'as fait croire que je n'avais pas d'histoire. Florence se leva. Tu avais une histoire. Je t'en ai donné une. Je t'ai aimé, chaque jour, comme ma propre fille. Claire ferma les yeux. Une part d'elle voulait hurler, une autre voulait pleurer. Mais elle resta droite. Tu m'as aimé, et pourtant tu as préféré le mensonge. Tu ne m'as jamais fait confiance au point de me dire la vérité. Un silence lourd s'installa. Florence s'approcha lentement, tendit une boîte à Claire. Une petite boîte en bois, ancienne, avec une serrure sans clé. Ta mère m'avait confié ça. Elle voulait que je te la donne. Un jour, j'ai attendu trop longtemps. Claire prit la boîte, la serra contre elle. Elle n'avait pas besoin de l'ouvrir maintenant. Pas tout de suite. Je ne sais pas encore si je peux te pardonner, dit-elle. Je ne te demande pas de me pardonner, répondit Florence. Je veux seulement que tu vives, que tu décides, enfin, pour toi. Claire partit sans se retourner. De retour à la maison Duroc, Étienne l'attendait dans le salon. Il se leva en la voyant, mais n'osa pas s'approcher. « Tu l'as revue » demanda-t-il. « Oui, elle m'a tout confirmé. » Il hocha lentement la tête. « Et toi, que veux-tu faire maintenant » Claire posa la boîte sur la table. Elle s'assit. Son regard était calme mais décidé. « Je veux apprendre. Sur toi, sur maman, sur moi. Je veux savoir qui j'étais, qui je suis et qui je peux devenir. Et je veux qu'on le fasse lentement. Pas comme un conte de fées, comme une histoire vraie. » Étienne s'assit à son tour, ému, silencieux. Puis il sortit de sa poche un vieux médaillon. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo minuscule. Camille, enfant, avec sa mère, souriant sous un arbre. « Ta mère chantait toujours avant de dormir, dit-il. Une berceuse italienne. Tu t'endormais en chantant les dernières notes. » Claire ferma les yeux. Elle la retrouva. Une mélodie floue, oui. Des paroles incomplètes. Mais elle la connaissait. Elle la portait encore. Cette nuit-là, pour la première fois, Claire ouvrit la boîte. À l'intérieur, une lettre, écrite de la main de sa mère. « Ma Camille, si tu lis ceci, c'est que tu as grandi et que tu as survécu à mon silence. Je t'ai aimé chaque jour de ta vie. J'ai fui pour que tu ne sois pas brisée comme moi. J'espère que tu comprendras un jour que l'amour n'est pas toujours doux, mais il est sincère. N'oublie jamais la musique. Elle est ton chemin vers toi-même. » Claire pleura doucement. Pas de douleur, mais de reconnaissance. La pluie s'abattait sur les vitres de la maison Duroc avec une régularité presque rituelle. Ce jour-là, elle semblait laver les pierres anciennes du manoir, les préparant à un bouleversement que ni le passé ni le silence n'auraient pu contenir. Claire, dans la chambre d'amis qu'elle occupait depuis peu, terminait de relire la lettre de sa mère.
Chaque mot l'avait blessé, mais aussi réconforté. C'était la première fois qu'Élodie lui parlait, même au-delà de la mort. Une parole offerte, un geste de vérité, enfin. Elle descendit lentement les escaliers. Étienne était dans le salon, debout près de la cheminée, les mains croisées dans le dos. Il regardait les flammes avec une fixité étrange, comme si leur danse incandescente pouvait dissoudre les années perdues. Claire entra, sans hâte. Il tourna la tête, et dans ses yeux, il n'y avait ni crainte ni domination, seulement de l'attente. « J'ai tout lu, dit-elle, et maintenant j'ai besoin d'entendre ce que toi tu n'as jamais dit. » Étienne fit un geste lent de la main, l'invitant à s'asseoir. Mais elle resta debout. « Quand maman est partie, qu'as-tu fait ?» demanda-t-elle. Il inspira profondément. « J'ai d'abord cru à une crise passagère, à une fuite. Puis, en lisant sa lettre, j'ai compris qu'elle ne reviendrait pas. Je n'ai jamais imaginé qu'elle me cacherait Camille. Je croyais qu'elle m'aimait encore, malgré tout. »« Tu l'aimais ?» La question était directe. Étienne ne recula pas. « Oui, mais je ne savais pas comment le lui montrer. Je voulais tout contrôler. L'ordre, la sécurité, la réussite. J'ai transformé notre maison en vitrine, pas en foyer. Et je crois qu'elle s'est éteinte à petit feu. Elle souriait moins, elle jouait moins de piano. Elle chantait encore, mais comme on chante pour oublier. Claire baissa les yeux. « Et moi? Tu m'aimais, moi ?» Un silence, puis une réponse, presque brisée. « Plus que tout. Mais je te traitais comme un projet. Je voulais que tu sois parfaite, disciplinée, brillante. Je ne t'ai jamais laissé être seulement une enfant. J'ai réalisé trop tard que je t'avais perdue bien avant votre départ. » Claire sentit une chaleur lui monter au visage. Elle marchait lentement dans la pièce, regardant les tableaux, les meubles. Chaque détail lui paraissait désormais empreint d'un sens nouveau. Ce n'était plus seulement une maison de maître. C'était le théâtre d'une chute, d'un amour raté, d'un silence immense. Et quand elle est morte, tu as su? Oui, mais il était trop tard. L'accident, la disparition, j'ai tout tenté. Mais Florence avait effacé toute trace de toi. J'ai cru que tu étais morte avec elle. J'ai vécu avec ce poids pendant 7 ans, jusqu'à ce soir, où tu as joué cette musique. Claire s'arrêta face à lui. Je ne te hais pas, mais je n'ai pas confiance en toi. Pas encore. Je veux comprendre, mais je ne veux pas qu'on efface ce que j'ai vécu avec Florence non plus. Je ne te demande rien, répondit Étienne. Seulement la chance d'être là, de réparer autant que possible. Un long silence suivit, puis Claire s'approcha du piano, encore là, immobile. Elle posa les doigts sur les touches, sans jouer. « Tu te souviens du jour où on l'a composé ?» demanda-t-elle. Étienne s'approcha, lentement. Il s'assit à côté d'elle. C'était un mardi. Il pleuvait. Comme aujourd'hui, tu refusais de faire ta dictée. Alors j'ai dit, viens, on compose quelque chose à la place. Et tu as dit, mais je ne sais pas composer. Et moi, alors on va l'inventer ensemble. Claire sourit imperceptiblement. J'ai oublié ça, mais mes doigts, eux, n'ont jamais oublié. Étienne tendit la main vers les touches. Est-ce que je peux? Elle acquiesça. Ensemble, ils jouèrent les premières mesures, lents, hésitants, mais unis dans ce fragile instant. Chaque note était une passerelle entre deux mondes, celui d'avant et celui à venir. Quand la dernière note s'évanouit dans l'air, Claire tourna la tête vers lui. On a encore beaucoup à se dire, et toute une vie pour le faire. Ce soir-là, le manoir ne semblait plus aussi froid. Les murs restaient les mêmes, les tableaux accrochés depuis des décennies, les tapis silencieux sous les pas. Mais quelque chose avait changé. Un nœud s'était défait. Une vérité avait été dite, sans phare, sans masque. Et dans ce salon aux rideaux lourds, une jeune femme retrouvait lentement sa voix. Le temps avait continué de s'écouler dans la maison du roc, mais sans l'urgence ni la tension des premiers jours. Une forme de trêve s'était installée, fragile mais réelle. Claire passait ses journées entre lectures, longues promenades et heures silencieuses au piano. Étienne, de son côté, semblait se redécouvrir à travers cette présence qu'il n'osait pas encore nommer fille, mais qu'il respectait avec une intensité nouvelle. Aucun mot n'avait été précipité, aucune promesse. Ils apprenaient à coexister, chacun reconstruisant ses repères. Un matin, au petit déjeuner, Claire posa sa tasse et regarda Étienne avec sérieux. « J'ai pris une décision. » Il releva les yeux, interrompant la lecture de son journal. Le ton qu'elle avait utilisé n'appelait ni débat ni opposition. Il attendit. « Je vais partir pour un temps.
Pas fuir, pas couper les ponts, mais partir pour me retrouver seul, loin de tout ce bruit, de cette maison, de toi, de Florence, de cette histoire. Il ne dit rien tout de suite. Il posa le journal, croisa les mains devant lui. Est-ce que c'est définitif? Non, je ne sais pas encore. Mais je sens que j'ai besoin d'un espace qui ne soit pas lié à des souvenirs que je ne maîtrise pas. Un endroit neutre, où je pourrais choisir qui je suis. Tu as déjà un endroit en tête? Claire acquiesça. Une pension à Lyon. Ils ont un programme d'art, un piano. C'est modeste, mais calme. J'ai déjà écrit. Ils acceptent de me prendre. Pas comme élève, pas encore, mais comme assistante dans leur bibliothèque, en échange d'un hébergement. Étienne hocha lentement la tête. Il n'était pas surpris. Au fond, il savait que cela viendrait. Elle était comme sa mère, farouche, indépendante. Mais il sentait aussi que cette décision n'était pas une rupture. C'était une étape. « Et tu veux que je t'aide ?» demanda-t-il. Claire sourit, doucement. « Je veux que tu ne m'empêches pas. » Il se leva, marcha lentement vers la fenêtre. Il resta un instant silencieux, puis se retourna. « Tu sais, pendant longtemps, j'ai tout contrôlé. Tout. Mon entreprise, mes relations, jusqu'à l'intonation de ma voix dans les dîners mondains. Et puis tu es revenu. Et j'ai compris que je ne pouvais plus rien forcer. » Il s'approcha d'elle. « Tu peux partir, Claire, mais promets-moi une chose. » Elle leva les yeux. « Laquelle ? » ?»« Que tu me donneras de tes nouvelles, même si ce n'est qu'une ligne, même si c'est pour dire que tu vas bien. Je te le promets. » Ils restèrent ainsi un moment, pas dans l'émotion excessive, mais dans une paix fragile. Étienne, pour la première fois depuis des années, n'avait pas peur de laisser partir quelqu'un, parce qu'il savait que ce départ n'était pas une fuite, c'était un choix. Le jour du départ, la maison était silencieuse. Claire avait préparé une valise légère. Elle avait glissé dans sa poche la lettre de sa mère, le carnet de musique et une photo d'elle, enfant, au jardin. Florence, prévenue, n'était pas venue. Claire lui avait écrit quelques lignes, sans rancune, mais sans invitation. C'était encore trop tôt. Étienne l'accompagna jusqu'à la gare. Le trajet se fit presque sans mots. Mais une fois sur le quai, alors que le train approchait, il se tourna vers elle. « Je ne t'ai jamais dit à quel point tu m'impressionnes. » Claire sourit, touchée. « Je n'ai jamais voulu t'impressionner. Je veux juste être moi. Et tu l'es déjà, bien plus que je ne l'ai jamais été. » Ils s'étreignirent brièvement, pas une étreinte de retrouvailles, mais d'engagement silencieux. Puis, elle monta dans le train. Étienne la regarda s'éloigner, sans larmes, sans drame, seulement avec une fierté qu'il n'avait jamais ressentie, même au sommet de ses réussites. Dans le compartiment, Claire s'assit près de la fenêtre. Le paysage défila lentement. Elle sortit un carnet, y écrivit quelques lignes. Partir, c'est parfois le seul moyen de revenir libre. Et dans son esprit, une mélodie commençait à naître. Nouvelle, inconnue, sienne. Les mois passèrent dans une lenteur bienfaisante. À Lyon, Claire trouva une forme d'équilibre qu'elle n'avait jamais connue. La pension, modeste mais chaleureuse, l'accueillit sans poser de questions. Elle travaillait à la bibliothèque de l'établissement, classant des ouvrages anciens, réorganisant les rayons, conseillant parfois des élèves plus jeunes. Elle passait ses soirées à lire, à marcher le long du Rhône ou à jouer sur le vieux piano du hall quand tout le monde dormait. Ce piano, bancal mais sincère, était devenu son refuge. Elle n'y rejouait pas la mélodie de son enfance. Elle la laissait en paix comme un souvenir sacré. À la place, elle improvisait, elle composait. Lentement, elle traçait une nouvelle musique, plus mature, plus incertaine, mais profondément vivante. Chaque note était un pas vers elle-même. Elle écrivait à Étienne, des lettres courtes, parfois seulement 2 lignes, parfois plus longues, où elle partageait une pensée, une sensation, une mélodie. Il répondait toujours, sobrement, mais avec une attention manifeste. Il ne cherchait pas à l'attirer à lui. Il respectait la distance qu'elle avait instaurée, et cette retenue le rapprochait plus d'elle qu'aucune insistance ne l'aurait fait. Un jour, elle reçut une invitation, une lettre écrite à la main sur un papier au filigrane discret. « Claire, je vais organiser un petit récital au bénéfice d'un orphelinat. Il y aura peu de gens, mais beaucoup de silence. Ce serait un honneur si tu acceptais de jouer. Rien n'est imposé, rien n'est attendu. Seulement ta musique, Étienne. » Elle resta longtemps avec la lettre entre les mains, puis elle sourit. Elle n'avait pas besoin de réfléchir, la réponse était déjà en elle. Quelques semaines plus tard, dans une salle sobre du Marais, à Paris,
Les chaises étaient disposées en cercle autour d'un piano noir. Pas de scène, pas de projecteur, seulement une lumière douce et une poignée de convives assis en silence. Parmi eux, quelques enfants de l'orphelinat, 2 musiciens invités, des éducateurs, et Étienne, discret au fond, les mains croisées sur les genoux. Claire entra, vêtue simplement. Elle ne portait pas d'uniforme, ni de robe luxueuse. Elle était elle-même. Elle salua en silence, s'assit au piano, respira profondément, puis elle joua. Ce n'était pas la musique de son passé, ni celle qu'elle avait rejouée à la fête. C'était une composition nouvelle, qu'elle avait bâtie note après note dans ses nuits à Lyon. Une pièce douce, mélancolique, mais pleine de lumière. Un morceau sans titre, sans revendication. Une offrande. Les premières notes s'élevèrent, timides, puis gagnèrent en assurance. La salle tout entière sembla se pencher vers elle. Même les enfants, d'ordinaire agités, restaient figés, comme hypnotisés. Étienne, lui, ferma les yeux. Il ne cherchait pas à reconnaître un thème, ni à interpréter. Il écoutait simplement, et ce qu'il entendait, c'était l'âme de sa fille. Quand la dernière note s'évanouit, il n'y eut pas d'applaudissements immédiats, seulement un silence dense, presque sacré. Puis, lentement, les mains commencèrent à se joindre. Claire se leva, inclina légèrement la tête. Ses yeux croisèrent ceux d'Étienne. Il ne souriait pas, mais son regard brillait. Après le récital, quelques personnes vinrent la féliciter. Elle répondit avec simplicité. Étienne s'approcha enfin à distance, comme s'il craignait encore de troubler quelque chose de fragile. « C'était magnifique, dit-il. »« Merci, répondit-elle. Je crois que c'était la première fois que je jouais vraiment pour moi. » Ils sortirent ensemble, dans la nuit fraîche de Paris. La ville derrière eux brillait doucement. Claire leva les yeux vers les étoiles. « Je vais rentrer à Lyon demain. Je ne suis pas encore prête à rester ici. »« Je comprends, » murmura Étienne. Elle se tourna vers lui. « Mais je reviendrai. Pas pour être ta fille. Pas tout de suite. Mais pour continuer cette conversation que la musique a commencée. » Il acquiesça. « Je serai là, à chaque mesure. » Les saisons passèrent avec une grâce discrète. Lyon se couvrit de feuilles dorées, puis de givre, avant que les premiers bourgeons ne percent à nouveau les branches figées de la ville. Dans cette temporalité lente, Claire avait trouvé un rythme. Elle travaillait toujours à la bibliothèque de la pension, mais avait commencé à suivre des cours de musique auprès d'un professeur à la retraite, passionné et exigeant, qui ne savait rien de son histoire. Il ne voyait en elle qu'une élève déterminée, douée, parfois trop silencieuse mais profondément investie. Elle passait de longues heures au piano, non plus pour fuir, ni pour comprendre, mais pour créer. Sa musique s'était enrichie. Elle n'était ni classique ni moderne, ni légère ni sombre. Elle était sincère, et pour la première fois, elle avait décidé de la partager. Un soir de mai, dans une salle modeste mais bien tenue de la presqu'île, elle donna son premier récital public. Pas une grande salle de concert, ni une invitation mondaine, mais un moment simple, ouvert à tous. Elle joua ses compositions, parla peu, laissa les notes dire ce qu'elle ne savait pas encore formuler. Dans le public, quelques inconnus, des élèves, des curieux, mais aussi Étienne, venu seul, assis au dernier rang, comme un témoin discret. À la fin, il ne la félicita pas. Il attendit qu'elle vienne à lui. Et elle le fit. Elle s'approcha, le regard calme. « Tu étais là. » Comme promis. Ils sortirent ensemble. La nuit était tiède. Les rues de Lyon résonnaient des conversations des terrasses encore ouvertes. Claire marcha lentement, les mains dans les poches. « Je ne sais pas encore où cette musique va me mener, dit-elle, mais je veux l'étudier sérieusement. Peut-être même tenter un conservatoire. »« Je t'aiderai, » répondit Étienne sans hésiter. Elle s'arrêta. « Je veux faire ça seule, mais je veux que tu sois là, comme quelqu'un qui croit en moi, pas qui paie pour moi. » Étienne sourit, un sourire doux, presque mélancolique. « Alors je te croirai, en silence, à ta façon. » Ils reprirent leur marche. Leurs pas s'accordèrent naturellement, sans que l'un ne doive attendre l'autre. Ils ne se parlaient pas de leur lien, de l'étiquette père ou de fille. Ce n'était pas nécessaire. Ils étaient devenus 2 êtres capables de se reconnaître, malgré les années de distance, malgré les douleurs tues. De retour chez elle, Claire s'assit au piano et commença à écrire. Une nouvelle partition. Elle y traça les premières mesures d'un morceau encore informe, mais vibrant. Elle hésita sur le titre, puis écrivit « Résonance ». Un mot simple, mais juste, car cette musique était née de l'écho d'un passé réconcilié, d'un silence habité, d'un amour enfin possible.
Étienne, de son côté, avait lentement transformé sa maison. Il avait vendu plusieurs propriétés, quitté certaines de ses fonctions. Il vivait désormais avec une sobriété choisie, entre voyages discrets et lectures. Il recevait parfois des lettres de Claire, parfois des partitions, parfois seulement un mot. Et cela lui suffisait. Florence, elle, vivait toujours dans son petit appartement. Claire lui avait écrit, une lettre sobre mais sincère. Elle s'était revue, sans effusion, mais avec respect. Le pardon n'était pas complet, mais la blessure ne saignait plus. Elles pouvaient coexister, chacune à sa place avec ce qu'elles avaient tenté de sauver. Un an plus tard, lors d'un concours de jeunes compositeurs à Paris, le nom de Claire fut cité parmi les lauréats. Elle monta sur scène, droite, sobre, déterminée. Elle joua Résonance devant un public plus vaste, sous des projecteurs plus froids, mais son regard croisa celui d'Étienne, assis au premier rang, et soudain, tout devint chaleur. Ce jour-là, elle comprit que l'histoire n'était pas finie, mais qu'elle n'était plus une histoire de perte. Elle était une histoire de reconstruction, de choix, de musique. Claire Duroc, désormais, était son propre nom. Pas une héritière, pas une rescapée, une artiste, une femme. Et dans chaque note qu'elle écrivait, il y avait le reflet fidèle de tout ce qu'elle avait traversé pour devenir enfin elle-même.